Bonjour. Aujourd'hui, donc, je vais continuer avec, toujours avec le chapitre 2 sur l'intensité des champs électriques. Et nous abordons aujourd'hui la session numéro 2-4. Et d'ailleurs, c'est la dernière session dans ce chapitre. Elle est consacrée à à l'utilisation des propriétés électriques et au contrôle des contraintes. Donc, nous avons deux points essentiels à discuter dans cette session-là. Donc, le premier point, on va discuter l'utilisation des propriétés d'électrique. Et le deuxième point, on va entamer la discussion sur le contrôle des contraintes et comment peut-on faire ce contrôle. Donc, ces deux objectifs vont être discutés d'une manière quand même assez détaillée dans la suite de cette présentation. Alors, je vais commencer donc par l'utilisation des propriétés électriques. Donc, comme on l'a déjà vu auparavant, nous avons déjà parlé du facteur de Schweiger et qui était utilisé bien sûr, pour déterminer l'uniformité des champs. Donc, ce qui veut dire que cette valeur de état, donc du facteur de Schweiger, il représente aussi également le degré d'utilisation des diélectriques entre deux électrodes. Donc, ce qui veut dire que si maintenant la valeur de ce paramètre, donc une valeur, si la valeur est importante, donc on parlera donc d'une meilleure utilisation. Donc, on va parler d'une meilleure utilisation des propriétés d'électrique isolantes d'un diélectrique. Alors, en d'autres termes, donc, on est en train de comparer la condition idéale d'intensité des champs électriques, c'est-à-dire un champ uniforme, entre des électrodes à la même distance D, avec bien sûr avec l'intensité du champ maximal réel existante. Donc, donc il y a un rapport entre le champ uniforme qui est la condition bien sûr idéale pour tout diélectrique et qui va être comparé. Donc il y a un rapport avec l'intensité du champ maximal qui est actuellement réellement elle existe réellement sur le diélectrique quelconque. Donc là, ce qui nous amène à dire que état est une grandeur sans dimension. Donc c'est le rapport de deux champs. Donc, elle permet, si vous voulez, elle permet de faire une comparaison du degré d'uniformité des configurations des champs formés, bien sûr, entre différentes électrodes. Donc, nous avons déjà vu que le champ, nous avions déjà classé le champ en champ uniforme et en champ non uniforme. Ce champ, il peut être faiblement non uniforme ou fortement non uniforme. Donc, ce paramètre-là, ce facteur de Schweiger, donc il va nous permettre de faire cette comparaison de degré d'uniformité, bien sûr des différentes configurations qu'on peut avoir du champ. Bien sûr, ces configurations sont formées entre différentes électrodes. Alors, le tableau 2.3.1, donc qu'on va juste voir après, il va nous donner les valeurs du champ pour... enfin, nous l'avons déjà vu plutôt, le tableau 2.3.1, qui a donné plusieurs valeurs pour des champs typiques. Il faut revoir un petit peu la session précédente, c'était donc la session 2.3. Et à partir de là, la valeur de ce paramètre, elle est généralement comprise entre 0 et 1. Donc la valeur de ce facteur de Schweiger, donc ce facteur de Schweiger est limité entre 0 et 1. Donc, il va tendre vers 1 pour les champs uniformes et il va tendre vers le 0 pour les champs fortement non uniformes.
Avec la connaissance de la valeur de θ, donc pour une configuration de champ particulier, donc l'intensité maximale du champ électrique ou la contrainte électrique maximale que d'autres chercheurs préfèrent appeler sur un disque peuvent être facilement estimées. Donc on peut facilement estimer la valeur, bien l'intensité maximale des champs électriques en connaissant la valeur de θ. Donc, ce qui veut dire que θ il va nous servir comme référence. Elle est prête, donc nous avons déjà une référence à partir de laquelle on peut récolter une information importante pour la conception de l'isolation dans les équipements. Donc, si nous avions, il faudrait, dans les conceptions généralement des isolations, faire référence à ce facteur-là. Cependant, bien sûr, l'amplitude exacte de la contrainte électrique maximale, là, on est obligé de passer par des techniques d'estimation numérique pour différentes formes d'électrodes utilisées dans les différents endroits de l'équipement, bien sûr. Donc, si vous avez un équipement, par exemple le bashing d'un transformateur ou encore un isolateur, on doit passer par des techniques de simulation, d'estimation numérique, telles que par exemple la méthode des éléments finis, qui doit être appliquée pour justement en déterminer l'amplitude exacte de cette contrainte électrique. Donc, il ne suffit pas de connaître état pour estimer d'une manière exacte cette contrainte-là. On peut avoir une estimation. Et non pas une valeur exacte. Donc, il faudrait toujours mettre dans la tête qu'il y a des méthodes numériques, telles que la méthode des éléments finis, ou il y a encore la méthode des différences finies, qui est généralement utilisée par les différents chercheurs, justement pour en déterminer les contraintes électriques maximales. Alors, ça c'est le premier point, c'était l'utilisation des propriétés électriques. Le second point, c'est comment réaliser ce contrôle de contraintes. Donc, pour l'uniformité des champs, plus l'uniformité, donc tout ce qu'on sait, c'est que le champ électrique il possède une uniformité meilleure est l'utilisation des diélectriques. Donc, pour des champs plus uniformes, l'utilisation devient plus meilleure. Donc, plus l'uniformité du champ est meilleure est l'utilisation des diélectriques. Alors, une utilisation idéale ne peut être accomplie que dans le cas, d'un champ totalement uniforme. Ça, c'est primordial. Donc, ça, c'est le cas extrême. Donc, idéalement parlant, l'utilisation d'un diélectrique doit être faite dans le cas d'un champ totalement uniforme. Or, ce cas est vraiment très difficile à avoir et il est presque impossible de l'accomplir. C'est-à-dire que lorsque n, bien état, c'est pas n, donc lorsque état est égal à 1, ça c'est le cas où le champ est totalement uniforme. Donc ce cas est vraiment impossible à réaliser dans la pratique. La non-uniformité du champ, donc bien sûr, elle conduit à une utilisation un petit peu qu'on peut caractériser de non rentable du matériau isolant. Donc, plus le champ est non uniforme, plus l'utilisation devient moins rentable. Donc, plus la non-uniformité est élevée, plus la contrainte électrique dans le diélectrique est élevée. Ce qui rend à peu près l'utilisation de ce diélectrique, elle devient vraiment non rentable. Alors,
Maintenant, la conception de l'isolation d'un équipement doit être faite en tenant compte de l'intensité maximale estimée des champs électriques. Donc, toute conception de l'isolation de l'équipement, elle doit être faite en tenant compte, bien sûr, de l'intensité maximale estimée ou, si vous voulez, calculer ou simuler du champ électrique. Donc, il est possible, dans ce cas, il est possible d'atteindre un degré plus élevé d'uniformité des champs en donnant des formes et des tailles appropriées aux différents électrodes de l'équipement. Donc, pour résoudre le problème de la non-uniformité, il faudrait penser toujours à donner des formes et des tailles qui sont appropriées aux différents électrodes de l'équipement. Et par là, on peut quand même augmenter, on peut quand même atteindre un degré élevé d'uniformité. Donc, ou bien, si vous voulez, le degré d'uniformité désiré. Donc, à titre d'exemple, par exemple, une interruption brusque des électrodes, si vous avez une interruption brusque des électrodes à la fois anodique ou cathodique dans un équipement haute tension conduit à une concentration des champs électriques au bord. Donc, si vous faites une interruption brusque des électrodes, alors, dans ce cas, qu'elle soit anodique ou cathodique, dans un équipement haute tension, il conduit généralement à une concentration des champs électriques au bord. Ce qui va entraîner quoi? Ce qui va entraîner une augmentation considérable de la contrainte électrique sur le diélectrique. Et par là, le diélectrique à proximité devient ainsi très vulnérable au claquage. Donc, le claquage, il devient, bien, si vous voulez, la probabilité d'avoir un claquage devient très très importante. Donc, ce qui est néfaste pour l'isolation. Alors, comme on l'avait dit, les électrodes doivent avoir donc une forme appropriée au bord pour contrôler la contrainte. Donc, la solution à cela, si vous voulez, pour solutionner cela, il faudrait qu'il y ait des formes. Il faudrait concevoir des formes qui sont appropriées aux électrodes afin d'augmenter, d'élever un petit peu l'uniformité des champs et par là éviter à ce que la contrainte électrique augmente d'une manière intolérable et par là éviter aux diélectriques d'être soumis à une contrainte non supportable. Alors, pour aussi le contrôle des contraintes, en principe, les électrodes sont étendues. Donc, on va faire une extension. Donc, les électrodes, on va faire une extension et on va les former de telle manière qu'une intensité de champ plus élevée dans la région de champ principal n'apparaît nulle part dans le diélectrique. C'est-à-dire, on va essayer de concevoir des électrodes qui sont étendues donc en taille, donc on va augmenter leur taille et on va les former, donc on va leur donner une forme de telle manière que l'intensité du champ plus élevée que dans la région des champs principaux n'apparaît nulle part. Donc la seule valeur du champ élevé, c'est dans la région principale, ce qui veut dire c'est la région interélectrode. Donc ailleurs, de part et d'autre de cette région principale, il n'y a pas de champ aussi élevé que le champ existant entre les deux électrodes. Donc c'est ça le principe de contrôle. Donc le principe de contrôle, c'est comme ça. Le principe, c'est comme ça. Alors, par là, nous avions donc, comment dirais-je, une des méthodes, c'est ce qui a été proposé par Rogowski. Rogowski, donc, il a proposé en 1923 une forme. Il a proposé une forme par laquelle les électrodes pourraient être étendues
Et après cela, on a donné à ce profil le nom de profil de Rogowski. Donc on peut voir que sur cette figure, si vous voulez, que l'intensité des champs diminue continuellement au-delà de la région principale. Donc ici, le champ, il est vraiment très important, et là, il devient de plus en plus faible. Donc il devient de plus en plus faible. Donc la valeur maximale des champs, elle est là, et là, c'est la région principale. Ça, c'est la région principale. Ce qui veut dire que cette configuration, elle permet de contrôler d'une manière assez bonne le champ électrique. Nous avons aussi un deuxième profil, c'est celui de Borda. Donc, le profil de Borda, c'est une autre forme, hein, d'électrode attribuée à Borda, bien sûr. Et connu, bien sûr, on donne le profil à son inventeur, c'est Borda, qui fut élaboré en 1776 en France. Donc, ici, c'est la partie principale. Donc, le champ ici est très très important. Ici, le champ est très très important. Donc, ça, c'est la région, si vous voulez, principale. Ça, c'est la région principale où le champ est très très donné. Vous voyez là que les lignes de champ sont très concentrées par rapport à ici. Donc, les carrés ici sont très, très petits. Et par contre, ici, les carrés sont assez grands. Donc, ici, le champ est généralement faible par rapport aux valeurs qui existent dans cette région. Et c'est ce qu'il fallait faire. Donc, le profil, que ce soit le profil de Borda ou de Rogowski, ont été utilisés justement pour le contrôle du champ électrique. Plus exactement, de l'uniformité du champ électrique. Alors, les électrodes à potentiel élevé en laboratoire reçoivent de grandes cornices générales. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il y a deux volets. Le volet taille, et il y a l'autre volet qui est, comment dirais-je, forme. Donc, il y a la taille. Il y a aussi, comme on vient de dire ici, que nous avions l'extension, donc c'est la taille. Et il y a aussi la forme. Donc, ce qu'on a généralement surtout dans les laboratoires, donc nous avons de grands corps lisses. En taille, c'est vraiment très, très, très important. Donc, les corps lisses en forme de dôme, comme celui donné dans cette figure. Et là ce sont les électrodes qui ont une grande taille, et ils peuvent aussi avoir une forme des anneaux toroïdaux, sous forme de toroïde. Donc c'est cette forme-là, si vous voulez. Donc c'est une forme comme ça. Donc bien sûr, c'est cette forme-là toroïde, pour réduire la contrainte électrique sur l'air atmosphérique. Donc là, c'est une des solutions, hein, c'est l'une des méthodes, si vous voulez, de contrôle de la contrainte électrique. Par exemple, ici dans les laboratoires, vous remarquez par exemple ici, cette forme-là. Donc c'est une forme de dôme. Ici aussi, c'est de grande taille. Il y a aussi, et là, ce sont des corps métalliques uniques, c'est-à-dire ils sont formés d'un seul bloc. Il y a un seul bloc, et non de plusieurs blocs. Alors, la tendance ici, donc plus les élevés au laboratoire, donc voilà, donc c'est ça la deuxième méthode de contrôle, ce sont les électrodes segmentées. Les électrodes segmentées, comme ça existe ici, donc là, c'est des électrodes segmentées. Là, c'est la forme toroïde. Bon,
Revenons maintenant aux électrodes segmentées. Ils constituent un certain nombre de petits disques. Donc vous avez ici plusieurs disques ici. Un disque, deuxième disque, troisième disque, quatrième disque. Hein. Il y a un certain nombre de disques identiques, bien sûr, lisses identiques. Ils sont réunis pour donner naissance à une grande forme contenue, souhaitée selon les besoins. Donc, pour former toute l'électrode, nous avons des petits disques lisses. Vous pouvez les voir aussi ici. Donc, vous avez, pardon. Ce sont des formes pardon, ces disques-là. Donc, vous avez ici, ce sont et le tout, hein, on les réunit pour donner naissance à une grande forme contenue, souhaitée selon bien sûr les besoins. Les courbures de ces disques sont élaborées par l'optimisation des profils suggérés. Bien sûr, là on passe à des problèmes il faut quand même optimiser ces formes-là. Il y a aussi des formes étendues d'électrodes, également connues sous le nom de boucliers, sont avantageusement prévues sur des appareils haute tension pour le contrôle des contraintes électriques, comme représenté sur la figure 4.3. Si on prend la figure 4.3 là, donc nous avons plusieurs formes ici. Nous avons plusieurs formes. Là, c'est la première forme. Donc, c'est une forme. Là, la forme, on l'a déjà vue. Là, il forme ici un angle droit, si vous voulez. Vous avez un angle droit ici. Vous avez cette partie-là. Il est aussi important de souligner aussi que le contrôle des choses, il se fait aussi en utilisant des conducteurs en faisceau. Cela est généralement, bien sûr, au même potentiel au lieu d'un seul conducteur. Donc, pour ce cas, il y a 4 conducteurs utilisés dans les lignes de transmission. Donc, 4 conducteurs pour former un seul conducteur. Donc, un conducteur formé par plusieurs conducteurs. Bon, des fois, on peut aller jusqu'à 8 et même utiliser plus que 8. Donc, c'est ce qu'on appelle les conducteurs en faisceau. Alors, d'autres techniques pour le contrôle de la contrainte électrique, c'est l'utilisation d'une gradation, ici l'utilisation ici de la gradation capacitive fournie dans les traversées haute tension, par exemple, comme cette figure-là, les transformateurs de potentiel, les terminaisons de câbles, afin d'obtenir une meilleure distribution des potentiels conduisant à une distribution, bien sûr, plus uniforme du champ électrique. Donc, il réalise quoi? Donc, ici, on donne une comparaison. Donc, la répartition, si vous voulez, la distribution de potentiel dans une traversée avec les sons de gradation capacitive. Ici, il n'y a pas de capacité. Regardez la distribution, donc, etc. Elle est concentrée dans cette partie-là. Par contre, si on fait des gradations capacitives, donc la répartition change. Elle est plus ou moins uniforme, elle est répartie sur toute la traversée. Donc généralement, qu'est-ce qu'on fait? On insère des couches conductrices, donc ça, ce sont des couches conductrices là. Donc c'est des couches conductrices là qu'on insère, et ils sont concentriques, donc ils font cela, concentriques, donc ils font cela, donc tout autour là, tout autour de la traversée par exemple. Et ces couches conductrices, ils sont bien sûr concentriques, bien sûr à des positions bien adaptées, appropriées. Et ces couches-là sont appelées des écrans flottants. Donc, on les appelle des écrans flottants. Bien sûr, ces écrans flottants sont utilisés pour le contrôle de l'air. Donc, cette technique, elle permet une utilisation plus économique du matériau isolant, en répartissant uniformément les surfaces équipotentielles dans le diélectrique complet. Bien sûr, d'autres utilisations, c'est l'utilisation d'un écran, également appelé conducteur concentrique au potentiel de terre. Donc vous avez ici le conducteur, ici, vous avez ça, c'est le conducteur. Donc on fait un écran. Donc
il était comme ça, donc ça c'est un écran, hein. Et on le met au potentiel de la Terre. On le met au potentiel de la Terre. Sur l'isolation des câbles coaxiaux, c'est le cas des câbles coaxiaux sur haute tension, est fait pour contrôler la contrainte électrique. Le champ réalisé dans ces câbles blindés est généralement il est radial, donc c'est des champs radiaux. Donc c'est un champ radial, donc autour de rien. Et il est c'est un cas où le champ généralement est faiblement non uniforme. Pour la réalisation des jonctions de ces câbles, donc on va étendre les terminaisons, donc on va les étendre, on va les allonger sous forme d'une cône, donc pour faire la liaison entre des câbles, ce cône-là est appelé cône de contrainte. Et cette technique a prouvé, voilà, elle a prouvé que c'est vraiment, elle aide à obtenir une distribution plus uniforme de la contrainte électrique dans le diélectrique. Donc, si vous voulez, comme règle générale, comme règle de base, si vous voulez, de ce qu'il faut mettre dans la tête, c'est que il y a une règle très simple et elle est vraiment très modeste pour contrôler le stress électrique dans les appareils haute tension. C'est quoi? C'est d'éviter les points et les bords tranchants. Donc, on va éviter les points et les bords tranchants. Donc, des électrodes symétriques de forme lisse, donc là, c'est leur forme lisse et de grande taille sont préférables. Donc là, donc le problème, il tourne autour de cela. C'est éviter les points et les bords tranchants. C'est ce qu'on appelle l'effet de bord. Et là où il y a des points. Là où il y a des points, parce qu'il y a concentration de champ, et le champ il devient de plus en plus non uniforme. Et si le champ devient de plus en plus non uniforme, l'utilisation des diélectriques devient critique. Donc on ne peut pas les utiliser comme... et la solution à cela, c'est au lieu de laisser ces points pour les éviter, il faudrait utiliser des électrodes, il faudrait utiliser des électrodes ampériques, symétriques, et leur forme elle est lisse, et aussi il faudrait agrandir un peu leur taille. Donc on agrandit la taille et en même temps on fait une forme symétrique. Il faut aussi garder dans l'esprit que même la rugosité des surfaces métalliques peut entraîner des distorsions dans le champ à des tensions très élevées. Aussi, il y a le problème de fabrication. Dans le problème de fabrication, s'il y a des rugosités, donc la surface n'est pas vraiment très lisse, et elle va quand même entraîner une distorsion de champ à des tensions très élevées. Bien sûr, donc ici se termine cet exposé pour la section 2.4 du chapitre 2. Et par là aussi, je termine pas avec le chapitre 2. Donc, dans la prochaine présentation, on va parler des différents générateurs haute tension et comment les fabriquer, comment les concevoir. Donc, à toute fin utile, donc, j'espère que j'étais un petit peu clair dans l'explication de ces concepts fondamentaux de la technique de haute tension. Et bien sûr, je serai à votre disposition pour toute question sur le chapitre. Il suffit de la mettre sur Moodle et je vais y répondre. Donc cette vidéo sera donc déposée dans quelques instants. Donc d'ici ce soir, elle sera déposée dans la plateforme Moodle et comment dirais-je, bonne lecture et à la prochaine présentation qui sera consacrée